Enfin, Max Verstappen a enfin abandonné. Enfin, Ferrari fait de nouveau peur. Et enfin, les cloches ont sonné avec un petit peu d'avance du côté de Maranello à une semaine de Pâques. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour le nouveau débrief, le 3e de cette saison consacré au Grand Prix d'Australie. Avec, bien sûr, avec nous, comme d'habitude pour ce rendez-vous australien, le 3e de l'année 2024. D'un côté, la finesse d'analyse, l'expertise, la star aussi, le H, Hamza Ramani. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. On a passé un bon week-end ici? Ouais, plutôt agréable. Hein. C'était cool. Ça va. Ouais, c'était pas mal. Un peu de jet lag. Un peu de jet lag, mais ça va le faire. De l'autre, la rhétorique, le romantisme, le BG, Brice Germain. Oh! Eh oui, ça faisait longtemps. Clac, hein. Non, mais content d'être là. On a passé un très bon week-end. On a quand même compris que l'abandon de Verstappen ne veut pas dire une très belle course. C'est vrai. Mais il y a quand même des trucs à dire, donc ça c'est plutôt cool. Et bien justement, on va pas perdre de temps, on va regarder le sommaire, les 4 enseignements. Tu nous as spoilé parce qu'on va en parler justement de ça. Mais juste avant, Sainz en a dans le ventre et surtout, Ferrari a été chirurgical. Le deuxième enseignement, tu l'as dit, est-ce que sans Max, la fête est plus folle? On aura l'occasion bien sûr d'y répondre. On reviendra aussi sur le crash de George Russell et les différentes questions qui se posent à travers ça. Et puis, une information importante, Yuki Tsunoda a humilié Daniel Ricciardo à domicile. Ça, c'est quand même important. Ouais, les mots sont forts, je sais, les mots sont forts. Mon cher Hamza. Le résultat était fort aussi. Le résultat est fort aussi et vous le verrez, on a récupéré quelques datas. Bref, le constat est édifiant. Avant de parler de Formule 1, les gars, impossible de ne pas vous lancer sur la grande news de ce week-end. La première victoire en F2 de Isaac Hadjar. Ça faisait 2 ans qu'il n'était pas monté sur le podium. Un peu un week-end moitié pluie, moitié soleil parce que samedi, on a fêté, nous, à 4h du matin, une bonne nouvelle. Finalement, il y a eu disqualification. Votre avis sur le week-end d'Isaac Hadjar? Pénalité, pas disqualification. Oui, pardon. Mais sur non, mi-figue, mi-raisin, non. Moi, je vois le côté, le verre à moitié plein parce qu'il a dominé l'ensemble du week-end. Après, effectivement, il y a cette pénalité que moi, je trouve sévère. Et au-delà de la sévérité ou pas de la sanction, je le rappelle, au départ, il y a eu un accrochage qui envoie Pepe Marti et Bortoleto out. Et moi, j'ai toujours ce petit sentiment pas très agréable de me dire il a été sanctionné parce qu'il n'a pas abandonné et il a été sanctionné parce qu'il a terminé la course avec moins de 10 secondes d'avance et qu'il fallait le pénaliser. Le fameux, et ce qu'on dit toujours dans les pistonnets, conséquence ou pas. Après, comme je te dis, je vois le verre à moitié plein parce qu'il a dominé la course sprint de la tête et des épaules. S'il n'y a pas les 2 voitures de sécurité, potentiellement, il peut gagner avec 20, 25, 30 secondes d'avance. Donc il tient son éponger la fameuse pénalité. C'est ça. Peut-être qu'on lui aurait mis 40 secondes à ce moment-là, mais ça c'est un autre débat. Mais par rapport au samedi de course, il a été extrêmement compétitif. Et puis le dimanche, il a de la réussite parce que la voiture de sécurité virtuelle arrive au moment où tous les autres pilotes qui étaient devant lui, à l'exception de Kouchmaini qui était sur une stratégie décalée, mais entrent au stand. Et sur le tour de sortie, Auger avec des pneus froids se plante. Derrière, c'est jackpot, drapeau jaune. Lui, il en profite pour entrer au stand. Il ressort en tête virtuellement. Il gagne la course. Il n'a pas tremblé. Il a roulé avec le rythme nécessaire pour assurer une victoire méritée. Donc, lui, il le dit. J'ai terminé la course, le week-end avec pas 2 victoires, mais en tout cas, il a franchi la ligne d'arrivée avec en étant en tête, premier à chaque fois. Course référence, il en a peut-être déjà réalisé avant, mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est concrétisé aussi par le résultat. Donc bravo Isaac Hadjar. On rappelle que le résultat de la première course, la sprint race en tout cas, est pour le moment, l'équipe et lui ont fait appel, donc on attend une décision. Pas grand chose à rajouter, si ce n'est, j'appuie le week-end parfait d'Isaac. Cette Campos-là, au vu du fait que Hart et Prema ont du mal pour le moment à régler la nouvelle monoplace et la nouvelle philosophie 2024, permet à Campos d'être en haut et à Isaac de se montrer. Et à Itech aussi, c'est assez particulier. Oui, il faut bien rappeler que l'Arabie Saoudite et Bahreïn, Isaac jouait devant aussi. Il y a eu 2 problèmes techniques quand même pour Isaac et il y a eu un accident causé par Bortoleto au départ à Bahreïn. Sans ça, Isaac serait vraisemblablement en tête du championnat ou au moins la lutte avec Zayn Maloney. Donc là, c'était quand même important de scorer parce que pour le coup, la performance, il l'a montré. Campos, la performance, ils l'ont montré parce que Pepe Marti aussi est bien en ce début de saison. Mais là, avant cette pause d'1 mois et demi avant Imola, il fallait quand même se placer au championnat parce qu'il y a déjà beaucoup de retard sur Zayn Maloney. Et si justement Hart et Prema ont du mal à revenir, ça veut peut-être dire que cette Campo va jouer le titre et que Isaac Hadjar peut aussi
jouer ce titre en F2. Donc c'est très bien, mais encore une fois, il y a juste eu, je pense, un peu plus de réussite, quoique avec la course au sprint. Mais sinon, Isaac, le niveau, il le monte depuis le début de saison. Et je trouve qu'il est extrêmement bien préparé pour aller chercher ce titre cette année. La réussite qu'il a eue en Australie, c'est la réussite qu'il n'a pas eue depuis le début de la Exactement. Et la qu'il n'avait saison, pas eu l'année donc, dernière, rappelons-nous, parce qu'il est souvent très à l'aise du côté. Oui, Enfin, en il avait Australie, été très à oui. l'aise l'année dernière Avec Roy Nissany, en Australie. hein. Roy Nissany, Avec on le avait 7e décidé. Mais en gros, oui, autrement. depuis le début de saison, il a perdu entre 20 et 30 points. Il en perd 9 Facile, hein. parce qu'il abandonne à 2 tours de la fin en sprint en Arabie Saoudite. Il abandonne, je crois, à 8 ou 9 tours de la fin en course principale en Arabie Saoudite. Donc là, tu perds 9 points si on prend le classement. Bahreïn, il était Et en tête, si jamais. Il était deuxième à Bahreïn au moment de l'accrochage. Après, c'est au premier virage. Bien sûr. Mais bon, tu perds, oui, donc entre 20 et 30 points. Et 20 et 30 voire points, plus, ça hein. peut t'amener en tête du championnat. Parce qu'il À a Bahreïn, 28 s'il fait points, je crois, de P2 retard. en course principale, c'est plus de 20 et 30 points après. Au total, ça fait 27 avec les 18 de Bahreïn. Ce qu'on aime chez Isaac Hadjar, c'est le côté caractériel, le côté personnalité est très importante. Là, il nous a montré un autre côté aussi également ce week-end, c'est le côté résilient. C'est vrai qu'on ne l'avait jamais vu aussi résilient, notamment après ce qui s'est passé samedi. Dimanche, il a mis tout le monde d'accord. Il y a un rythme extraordinaire sur le week-end. Cette saison, on va être folle. Hein. Plutôt calme vis-à-vis de ce qui lui arrive quand même. Oui, c'est pour ça le côté ouais, résilient. C'est ce que je voulais et ça, insister c'est un là-dessus. step qui est très bon signe pour la suite. Notamment, et on en parlera mercredi, au vu des petites lacunes qu'ont actuellement certains pilotes de la famille Red Bull. Ouais, Chouïa, vraiment tout petites les lacunes en tout cas dans la famille Pas de Red quoi Bull. faire un débat, quoi, je veux dire. Si Mercredi. ok. On en parlera mercredi. Tiens, justement, ce sera le grand débat des pistonnés mercredi sur l'avenir de la filière Red Bull et qu'est-ce qui pourrait se passer, les places à prendre. Bref, tout ça, on en parlera ensemble. On aura même une interview, tiens, un ancien de la famille Red Bull. Enfin, il n'est pas resté très longtemps. Chouïa aussi. Le beau-frère qui est sorti avec la Exactement. petite sœur 6 mois. Ouais, exactement. Ouais. Enfin, Ça reste pas longtemps dans les c'est familles. sa sœur qui est sortie avec le champion du monde. Parce Ah, que c'est vrai. lui, il n'est pas champion du monde. Allez, mon Polo, on envoie le jingle, on parle Formule 1 désormais. Débrief du Grand Prix d'Australie. C'était un tir à la FE, ça, non? C'était un tir? parce que j'allais dire oui, champion il est du monde de champion du F2 monde, quand même. oui, FE. De FE. Oui, et de F2. Ouais, mais pas champion du Il n'est monde. pas champion du monde du coup. Voilà. Non, c'était plus le tir, c'était plus pour la La sœur. FE. Ah non, ok, d'accord. Allez, on part pas de temps, les gars. Avant d'aborder les enseignements, replongeons-nous quand même sur le classement assez original de ce Grand Prix d'Australie. La 3e victoire en carrière de Carlos Sainz, le premier doublé de Ferrari depuis 2 ans, le premier podium de Norris et McLaren en 2024. Perez seulement 5e, Alonso pénalisé finalement 8e, pas de Mercedes ni de Max Verstappen à l'arrivée, mais 2 As dans le top 10. Et on attaque tout de suite avec ce qui a été la grande sensation. Sainz qui en a dans le ventre, la Scuderia qui a été chirurgicale. Et les grands animateurs, on va le dire, de cette course. Un hiver plombé pour Carlos Sainz par l'arrivée de Lewis Hamilton en 2025. Lui qui espérait quand même re-signer au sein de la Scuderia. Il y a eu le podium à Bahreïn en ouverture et puis ce forfait en Arabie Saoudite pour une appendicite. Il a été opéré il y a 16 jours. Vainqueur ce dimanche de sa 3e victoire en carrière. Une maîtrise quand même impressionnante de l'Espagnol tout au long du week-end où il aura dominé Leclerc en qualif et en course avec la sensation qu'il est en train de changer quand même de dimension. Et puis comment ne pas évoquer Ferrari, son exécution chirurgicale, des réglages parfaits avec cette maîtrise notamment du graining, des arrêts millimétrés, l'undercut de Leclerc sur Norris et mine de rien un premier doublé depuis le Grand Prix de Bahreïn 2022, soit plus de 2 ans d'attente et l'impression surtout de retrouver une Scuderia qui fait peur, une équipe extrêmement forte. Les gars, votre avis là-dessus? Carlos Sainz a le don de se positionner correctement pour aller récupérer les miettes que peut laisser Red Bull. Red Bull n'en laisse pas beaucoup, mais en l'occurrence, ça fait 2 ans de domination, et enfin, non, ouais, 2 années. Et le seul à avoir grappillé en dehors de Red Bull, c'est lui. Il y a eu Russell au Brésil une fois, mais Silverstone, quand on l'a avantagé, c'était lui. Singapour, c'était lui, et là, c'est lui. C'est quand même un symbole de résilience, là aussi, parce que Carlos Sainz est en train de devenir un symbole de régularité, notamment au niveau des points qu'il met. Ça veut dire qu'il est quand même très souvent en embuscade. Là où Leclerc est quand même plus fort intrinsèquement et va plus faire des fulgurances à certains moments, je pense à Las Vegas où pour le coup il n'a pas la voiture pour aller chercher les Red Bull et pourtant il y est presque. Sainz, lui, je trouve, se positionne davantage en métronome pour Ferrari. Sauf que ce métronome, quand justement Charles Leclerc a une défaillance, et c'est rare, et on l'a vu là en qualification, puisqu'il a raté son dernier tour de Q3, Carlos Sainz, lui, va positionner cette Ferrari en P2 et va aller chercher cette victoire qui peut-être
aurait été acquise à Lando Norris si jamais Carlos Sainz s'était qualifié plus bas, parce qu'on n'aurait pas pu faire une stratégie à 2 pour aller derrière remonter sur les McLaren. Donc, vraiment, Carlos Sainz aujourd'hui se positionne en un atout énorme pour une écurie, puisqu'on rappelle, il n'a pas de backup pour l'année prochaine. Et ce qu'il prouve là, c'est une solidité qu'il ne montrait pas en 2022, par exemple, et dont une écurie, par exemple comme Red Bull, par exemple comme Mercedes, pourrait avoir besoin en vue de marquer des points, notamment à l'arrivée de la prochaine ère. Sur Carlos Sainz, pas grand-chose à ajouter. Il fait une course, encore une fois, de qualité. Moi, j'avais des doutes plutôt sur son état physique. Il a répondu de la plus belle des manières. Et en fait, alors, je ne sais pas si dans l'aspect psychologique, ça te permet de grappiller des centièmes ou des dixièmes. Mais moi, je vois un pilote qui justement pilote pour survivre. Pour survivre en Formule 1. Oui, non, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Il a envie de se montrer, de décrocher un gros baquet. Et il a compris que il a potentiellement, avec le jeu des chaises musicales, avec les places qui se libèrent, qui vont peut-être se libérer chez certaines écuries, notamment son ancienne famille, qui a des sacrés volants quand même, des sacrés baquets à récupérer. Alors honnêtement, j'ai aucune idée quant à l'aspect psychologique. Enfin, si... Il a dit qu'il allait changer de mindset un peu dans cette intersaison. Il l'a dit après la course. Il a dit désormais je ne cours plus pour prouver quoi que ce soit, si ce n'est de montrer que quand j'ai une voiture compétitive, je peux l'amener au bout. Oui, mais est-ce que ça se manifeste vraiment en piste ? Est-ce que ça te permet d'aller chercher une deuxième place sur la grille de départ ? Je sais pas. Il y a un truc intéressant sur ce Grand Prix, c'est que Fred Vasseur leur avait dit ne pas attaquer sur les premiers tours avec les pneus neufs. Il l'a fait sur les médiums, il a pris le risque, il a été récompensé en passant justement Max Verstappen qui a eu des problèmes. À l'inverse, Charles Leclerc l'a fait sur son premier train de hard et il n'a pas eu cette réussite. On a l'impression qu'il est un petit peu relâché, Carlos Sainz, un petit peu. Peut-être se met-il un peu moins de pression. Je vois une différence avec... Après, il n'y avait pas Max, certes, mais rappelez-vous de Monza 2023, où Sainz tient jusqu'à faire l'erreur. T'as raison. À Singapour, il avait déjà changé d'état d'esprit. Maintenant qu'il se bat pour sa survie, je trouve qu'il est encore plus, entre guillemets, relâché, notamment dans les tours de qualif, puisqu'en qualif, ça n'a jamais été son fort par rapport à Leclerc. Et en course, il bénéficie de cette amélioration en qualif pour appliquer ce qui a toujours été une de ses forces, à savoir un rythme de course très solide. Et en l'occurrence, vu les écarts qu'il y a en qualif à l'heure actuelle et la faible possibilité de se dépasser, parce que les rythmes de course sont très disparates, je trouve que bien se qualifier pour lui, ça a d'autant plus d'impact derrière sur les résultats des courses, puisque son rythme de course, il est déjà bon. Et on le voit, cette année, du coup, si tu enlèves Jeddah, ça fait 20 points de moyenne par course. On en est qu'à 3e course, mais ça fait podium P1. C'est fort. Il est quand même 4e du championnat avec un tiers de possibilité de mettre des points en moins. Et déjà, en fin de saison dernière, il commençait à faire ça depuis Singapour. Leclerc avait repris le dessus, mais Leclerc, je trouve, avait repris le dessus grâce à ce positionnement en qualif. Si Sainz arrive à se positionner aussi haut en qualification, derrière, en rythme de course, il peut quand même venir à la lutte avec Charles Leclerc et en tout cas démontrer à des grands patrons que il n'est pas que le deuxième pilote de Ferrari. Rappelez-vous en 2020 ce qu'on se disait quand Ferrari signe Sainz. Je pense qu'aujourd'hui, 4 ans après, le bilan, on s'attendait pas du tout à ce que Sainz fasse ça. Et depuis 2022, il a pris autant de victoires que Charles Leclerc. D'où l'idée Depuis qu'ils sont ensemble. de changer de dimension dans ce qu'il dégage et dans les résultats bien sûr qu'il apporte. Hamza, tu disais, je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur Carlos Sainz. Carlos Sainz, il s'exprimait justement à la fin de ce Grand Prix et il a voulu insister sur le côté très structuré de la Scuderia Ferrari. Ferrari est aussi plus structuré. Nous avons fait beaucoup de progrès avec la voiture, mais aussi avec l'exécution en course et au cours d'un week-end. C'est une équipe plus solide qu'il y a 1 an ou 2 ans. Je suis content de ces progrès. Je vais maximiser cela cette année pour essayer d'accumuler le plus de podiums et de victoire, puis voir où je vais ensuite. Elle vous a épaté cette Scuderia ce week-end. On est d'accord qu'elle recommence à faire peur et ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Ça fait des années qu'elle n'avait pas de train arrière et que c'était très problématique. Pendant des années, on a aussi eu pas de train avant. La fameuse Vettel Spin, hein. C'était ce train arrière. Là qu'elle a retrouvé de l'arrière et pas forcément trop de traction, mais beaucoup d'arrière. En fait, la voiture, elle donne une impression... je trouve sur l'Australie, elle a donné une impression beaucoup plus forte que Red Bull. La Red Bull pouvait être en difficulté sur certains aspects. La Ferrari, au niveau de la monoplace déjà, donne une impression de savoir où ça va et d'être très performante.
Et après, en termes de sérénité d'équipe, 4 arrêts, parfait. Un arrêt à 2 secondes 1 où Leclerc ressort devant Pérez. S'il ne ressort pas devant Pérez, c'est pas la même limonade pour la fin de course et je pense qu'il n'y a pas le doublé. Et ensuite, une adaptation de stratégie vis-à-vis de la position de Leclerc et du fait d'aller undercutter Norris, parfaite. Une écoute de Charles Leclerc au moment où il dit, il perd énormément de terrain à un moment donné sur Carlos Sainz et Lando Norris revient fort et il dit, je vais pas pouvoir continuer très longtemps sur ces pneus-là. Paf, je crois que c'est le tour suivant, on l'arrête, on adapte la stratégie et derrière Leclerc lui-même adapte son utilisation des gommes sur le début du 3e relais. Je vous laisse regarder les rythmes sur le début du 3e relais. Il est 1 seconde plus lent pour derrière finir par attaquer, mais au final il est très régulier, ce qu'il n'est pas sur le 2e relais. En une demi-course, il y a eu d'apprentissage, on lui a rappelé à la radio de faire attention et ensuite il a pu dérouler son plan. Je pense que pour faire ça, il faut être dans un état de sérénité pour pouvoir performer et en même temps analyser ce qu'on est en train de faire. Et pour le coup, ça, à l'heure actuelle, je trouve que Ferrari le fait très bien. En 14 mois, ils ont retrouvé une sérénité qui avait totalement disparu. Je ne sais pas si c'est que Vasseur, mais en tout cas, chapeau la Scuderia parce que le changement est drastique et très visible. Ouais, c'est l'aspect humain, moi, que je voulais mettre en avant, justement, et Brice le signalait justement. C'est pas parce que français, parce qu'on l'aime bien, mais j'ai l'impression que Frédéric Vasseur insuffle quand même, enfin on le dit depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant, mais il insulte justement ce côté sérénité. Enfin moi c'est rare, enfin c'est même un sentiment presque inédit. Au moment où Ferrari s'arrête, je me dis, bon, il n'y a pas le petit stress, la petite pression de te dire que va-t-il se passer, ou attention de ne pas perdre une demi-seconde. Non, maintenant je sais que ça va bien se passer. Parfois il y a des petits rappels, mais le rappel, il est contrecarré par le 2 secondes 1, 2 secondes 2, 1 seconde 9, 2 secondes 4. Puis les radios, c'est plus clownesque. Hein. Les radios qu'il y a entre, par exemple, Xavi et Leclerc ou Ricciardo Adami et Sainz, hein, c'est très professionnel. Il y a beaucoup moins de fioritures dans les échanges. Enfin, c'est bête, mais en fait, on a épuré au strict nécessaire, en fait. Et c'était ça aussi que disait Charles Leclerc, c'est que des fois, on a trop d'informations. On veut trop bien faire. C'est trop familial, entre guillemets. C'est ce qu'il disait l'année dernière, notamment il y a 2 ans, après l'été. Et là, effectivement, c'est devenu une structure qui est, je trouve, plus carrée dans ce qu'elle dégage. Encore une fois, on n'est pas dedans, mais dans ce qu'elle dégage, ça a l'air plus carré. Il y a 2 phrases qui m'interpellent et je vais faire un parallèle avec As. C'est Frédéric Vasseur en sortant qui dit oui non mais en fait là on a gagné une course, c'est bien, mais en fait on se bat pas pour le championnat, donc en fait là maintenant je veux qu'on accélère les updates parce qu'on n'est pas si loin. Et l'objectif il a déjà changé pour Fred Vasseur. C'est ok, si on peut faire ça, ça veut dire qu'il nous manque pas grand chose en termes d'updates pour aller jouer le championnat, donc on va accélérer quand même sur les updates parce que je sens quand même qu'il y a une fenêtre. Sous Binotto on n'était pas là, ouais. Sous Binotto on aurait dit on a fait doubler. Il a fait l'interview pour la Gazzetta en disant regardez, on est de retour. C'est pas pareil. Et on a le même changement avec Komatsu comparé à Steiner. Regardez les résultats de Haas et la manière dont Haas est géré à l'heure actuelle en course sur la manière de visualiser la stratégie. Komatsu visualise ça comme des coups à jouer, ce qui n'était pas le cas de Steiner. Steiner était dépité par rapport à la voiture à chaque fois et disait bon, on va faire ce qu'on peut. Il s'épilote. Komatsu, non, attends, on va essayer ça parce que si, parce que ça, etc. Là, la déclaration de fin de course, je l'ai plus en tête de Komatsu. Si tu veux. Elle est, pardon, c'est de Fred Vasseur, je pense. Elle est incroyable, mais Fred Vasseur, tu peux y aller. Et ben Fred Vasseur, regardez ce qu'il nous disait, je te fais réagir là-dessus, Hamza. Ça se passait bien sur un tour, ça se passait bien vendredi après-midi sur les longs relais, donc on a bâti notre week-end dès le début. On a eu 4 très bons arrêts, de bonnes stratégies et tout s'est bien passé. Quand on met tout dans l'ordre, on est capable de se battre avec Red Bull et ça, c'est un bon exemple pour nous. Ça y est, recommence à faire peur cette écurie, Hamza. On peut imaginer le meilleur pour Ferrari. Et pourquoi pas une lutte finalement un petit peu plus resserrée. C'est peut-être un peu trop tôt pour y répondre. Après, encore une fois, sur l'ensemble de la saison, ça va être la gestion des évolutions, l'adaptation des pilotes à ces changements aussi. McLaren n'est pas si loin non plus sur le rythme de course. Alors, l'écart était peut-être trop important ou en tout cas pas assez à l'avantage de McLaren pour pouvoir espérer en piste dépasser Charles Leclerc. Là, je pense à Lando Norris. Et c'est ce pourquoi, alors très rapidement sur la stratégie et l'undercut, je ne suis pas sûr que ce soit un undercut volontaire de la part de Ferrari. C'est que Piastri, lui, ils l'ont arrêté pour ne pas se faire undercuter justement par George Russell. Donc, eux, ils font entrer Piastri. Peut-être qu'à ce moment-là, ils font aussi entrer Leclerc pour contrecarrer une éventuelle, peut-être qu'il y a la radio, je ne sais pas, mais
Encore une fois, l'aspect humain, tout fonctionne parfaitement. C'est bien sur une course, c'est bien sur 3 courses, mais un championnat, c'est 24 Grands Prix maintenant. Donc j'ai envie de voir sur la durée. Mais en termes de performance pure aujourd'hui, j'aurais aimé voir, on en parlera dans le prochain enseignement, mais j'aurais aimé voir Verstappen jusqu'au bout parce qu'il y a quand même des interrogations auxquelles on aurait pu avoir quelques réponses aujourd'hui. On va en parler justement après parce que je trouve que cette victoire de Sainz n'a pas le même goût que celle de Singapour. Ah oui, totalement. Et celle de Singapour, c'est un Circonstance de circuit. comment on appelle ça, un micro-événement, non Oui, je j'ai pardon, pas le excuse-moi, un épiphénomène. Un épiphénomène, voilà, pardon, je n'ai pas du tout le mot. Là, pour moi, c'est annonciateur, entre guillemets, d'une belle forme de Ferrari. Ça veut pas dire qu'ils vont les battre sur la saison, ça se trouve, on va avoir 20 victoires de max. Hein. Mais je sais pas, je trouve que celle-là, elle est plus construite en tout cas. Ça sent meilleur qu'il y a un an en tout cas. Ah, justement, il y a un an, 4 podiums en 3 courses. Depuis le début de la saison, il a fallu 14 courses pour faire 4 podiums la saison dernière. Aucun double podium la saison dernière. Là, on les a. Enfin, depuis 6 courses pour atteindre 90 points. Ouais, ils en ont Là, 93. on en est à 3. 93. 15 courses pour une victoire, il en a fallu 3. C'est pas la même Scuderia quand même. Il y a des signes. Mais c'est pas le même Red Bull non plus. Et exactement. voilà. Et ben on va en parler tout de suite. Deuxième enseignement, les amis, avec justement, est-ce que sans Max, la fête est plus folle mini événement quand même. 2 ans que Verstappen n'avait pas connu l'abandon. C'était déjà à Melbourne, c'était en 2022. Une RB20 qu'on a trouvé peu à l'aise en essai ce vendredi, avec des difficultés à trouver justement de l'adhérence. C'est ce qu'ont dit les pilotes. On remarquera aussi le rythme très décevant de Sergio Perez en course, qui a tourné jusqu'à 2 secondes plus lentement que les leaders, incapable de peser dans le match, que ce soit avec Ferrari, que ce soit avec McLaren. Et du coup, plusieurs questions qui se posent. Verstappen aurait-il pu peser dans la lutte avec les Ferrari ? Est-ce qu'en fait la course n'aurait-elle pas été plus passionnante si justement Max Verstappen n'avait pas abandonné? Faut savoir ce qu'on veut à un moment donné dans la vie. Et lui, qui n'a plus que 4 points d'avance au championnat, peut-il être victime de ce que j'appelle le syndrome de la bête blessée? C'est un peu ce qu'il nous a dit à la fin de la course, c'est-à-dire il a été un petit peu piqué, il est encore plus excité parce qu'il aime l'adversité. Ouais, j'ai quand même rarement vu un mec autant sourire après un abandon. Hein. C'est clair. Alors qu'il avait la même attitude que quand il gagne. Tu sens qu'on lui a dit, rappelle-toi que ça arrive à tout le monde et que toi ça t'arrive pas depuis 40 courses, donc souris, reste tranquille parce que... Non mais n'hésite pas, mais la prochaine fois abandonne volontairement et ça te challenge. Par contre, il tirait la gueule en sortant de la voiture. Alors il a fait l'exigence quand même. Il l'a dit, il a piqué un coup de gueule, il a même dit une grossièreté devant les caméras de la Formula 1, mais parce qu'il a pas compris pourquoi Red Bull a insisté pour le faire rentrer au stand. Il trouvait ça dangereux pour ses mécaniciens et il a dit que c'était complètement ridicule. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est énervé en sortant de la voiture. C'est le modèle craché de son père. C'est un truc de fou. Quand tu vois l'explosion quand même, tu te dis heureusement ça arrive pas au stand. Quoi. Bah, non, mais imagine, elle arrive 100 mètres plus tard. Bien avec sûr. Tous les mécanos dans la pit lane. C'est pour ça que c'est énervé. Que tu fais, ça fait un boulet de canon quoi. Est-ce qu'il aurait pu peser les gars Verstappen dans cette lutte à la win? J'ai un peu l'impression qu'on était un peu dans les circonférences de Las Vegas de l'année dernière, c'est-à-dire une Red Bull un peu plus en difficulté. Mais est-ce que pour autant Max Verstappen n'aurait pas pu résister? Pour des raisons différentes. La saison dernière, mois de juin, on se concentre sur la saison suivante. C'est vrai. Pas tant que ça au final. Hein. Là, mine de rien, moi j'ai ce regret de ne pas voir ce que Carlos Sainz aurait pu faire ou ne pas faire face à Verstappen. Ça se trouve, Max aurait gagné avec 20 secondes d'écart comme d'habitude et on aurait été là à dire franchement, Max il est écœurant, franchement, Carlos il aurait pu. Mais voilà. J'aurais bien voulu savoir parce que quand tu vois Checo Pérez, alors lui il a eu des difficultés aussi liées notamment à un débris qu'il a ramassé qui lui a fait perdre plus de 20 points aéro. Qui a cassé le fond plat. En fait, à partir du moment le plancher, à partir du moment où il passe Alonso, sa course se termine à Checo, donc on ne sait pas non plus ce que valait finalement cette Red Bull avec Pérez. Mais c'est un peu l'inconnu parce que Ferrari a été extrêmement performante avec ces 2 voitures. Carlos Sainz l'a amené à un autre niveau que Charles Leclerc. Mais oui, peut-être que Max aurait souffert. Alors je ne prends pas le début de course pour témoin parce que le début de course ne veut absolument rien dire. Le deuxième tour... 3 tours en médium. Oui, et puis le deuxième tour, il tourne 1 seconde 5 moins vite que Carlos Sainz. Qu'il avait dès le départ, il avait un problème Verstappen. Donc... Voilà, on le saura peut-être à Suzuka, on le saura peut-être plus tard, mais ouais. Et puis il la perd dans le 3, je sais pas si tu as revu le replay du virage 3, mais la voiture elle répond plus de rien. Le frein était bloqué, lui il avait le sentiment qu'il était bloqué en tout cas. Bah, en fait tout l'arrière était fuyant quoi. Il avait une Mercedes en somme. Ça peut l'aider à être convaincu ou pas d'ailleurs. Ouais, voilà, c'était un test.
Est-ce que la course a été plus folle sans lui? Non. Elle n'a pas été plus folle. Elle a juste mis un coup de frais en termes de vainqueur. Et puis, on avait l'attention de savoir si, effectivement, Ferrari allait bien réaliser ce doublé ou pas, si Leclerc allait tenir Norris, etc., etc., ou si Pérez allait remonter. Maintenant, en termes de rythme, je rejoins Hamza sur un point, c'est il nous manque des données, et c'est pour ça que on peut être frustré de ne pas avoir vu Max à la lutte avec ses Ferrari, parce que le rythme de Pérez, certes, n'était pas forcément très indicatif, mais au-delà de ça, il remontait pas aussi vite qu'il a pu le faire l'année dernière, en partant certes de plus loin. La Red Bull a eu des problèmes effectivement tout le week-end, mais on connaît Max. Max peut avoir des problèmes tout le week-end, peut être en difficulté sur un relais, sur 2 relais. Depuis ces 40 courses, il y a une systématique qui revient avec Max Verstappen, c'est qu'il y a un des relais où il écrase sur 10 tours le reste du plateau. Généralement, c'est le premier relais en dur. Pardon. C'est un peu ce qu'a fait Sainz avec Leclerc. C'est vrai, sur son premier le relais deuxième dur. relais, ouais, le premier relais dur, exactement. Et du coup... Pardon, j'ai un truc coincé dans la gorge. Et du coup, ce truc-là, on n'a pas pu le voir. Et j'aurais aimé voir si Max Verstappen aurait été capable de réaliser ce relais-là avec les pneus durs. D'autant qu'en plus, on a eu très peu de données en EL2 qui auraient pu nous permettre de savoir le rythme des Red Bull. Et ces données ont été effectuées en médium. On le sait, plus le pneu est soft, plus Ferrari est avantagé. Sur les pneus durs, Ferrari a plus de mal. Quid justement une lutte Red Bull, Ferrari sur les pneus durs qui pour le moment, et en tout cas sur les 2 premières courses, est toujours largement à l'avantage de Red Bull. Donc, l'un dans l'autre, ça aurait été agréable à voir. Cela dit, ça n'aurait peut-être pas été agréable à voir si au 25e tour, au moment où on passe les durs, Max s'envole et terminé. Mais il manque cette donnée-là. Je pense que sur les softs, sur les médiums, à voiture légère, Ferrari peut être même meilleur que Red Bull, ça dépend des circuits. Et qu'on a toujours l'inconnu de ces longs relais en dur où là, même Pérez ne suit pas Verstappen. Il n'y a que Verstappen qui peut faire ce qu'il fait. Et en l'occurrence, c'est cette donnée-là sur laquelle Max est tellement fort et c'est la donnée qui rapporte tellement de points puisque c'est celle qui te permet à la fin d'aller chercher la victoire que dans ces moments-là, il est imbattable. Et là où il est imbattable, on n'a pas pu le voir. Helmut Marko, regardez, 2 citations assez intéressantes, Helmut Marko, et après on donnera la parole à Sergio Pérez. On commence avec le docteur préféré des pistonnés. Nous pensions que nos problèmes étaient résolus après les libres, mais comme je l'ai dit, le résultat de Checo en course nous donne matière à réflexion. Ce n'est pas certain que Max aurait pu gagner face à Ferrari. Il aurait pu jouer la victoire, mais pas de manière facile. Checo a reculé. Pourquoi ? Nous devons commencer par examiner cela. Peut-être que la pression des pneus était trop élevée pour ces conditions ou que nous avons fait fausse route avec les réglages. Même son cloche du côté de Sergio Pérez, le numéro 2 qui a fini la course en s'installant dans le top 6 mais sans pouvoir attraper ni Ferrari ni McLaren. Sergio nous dit, malheureusement nous n'avions pas le rythme, nous avons eu du mal au début, nous avons pu voir que Ferrari et McLaren avaient une longueur d'avance sur nous, il y a du travail à faire pour les courses à venir, c'est un goudron très spécifique et tout au long du week-end, nous n'avons pas été en mesure de gérer le meilleur niveau d'adhérence possible. Est-ce que Ferrari aurait gagné sans l'abandon de Max ? Je vais être clair, oui. Il peut faire un peu d'intox aussi. Là, il vend sa crème. Hein. Oui. C'est-à-dire que s'il dit que Max aurait gagné, ça veut dire que sa position à lui, elle est j'allais dire honteuse, mais sa position à lui, elle est, entre guillemets, non professionnelle. Donc il est obligé de dire ça, Pérez. D'autant plus que lui n'a pas pu, à un moment donné, remonter à minima sur les McLaren. Donc, pour une raison que l'on a évoquée. Oui. Et du coup, je vois pas pourquoi il n'invoque pas ça. À la place de dire que Max n'aurait pas forcément gagné. Donc, c'est pas une excuse. Juste pour rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure, Pérez ne remontait pas aussi vite que la saison dernière. Il y a aussi un élément que l'on a tendance à oublier, c'est que la concurrence est aussi plus forte que la saison dernière. La saison dernière, en début de saison, tu avais Aston qui pouvait lutter, ou tu avais Alonso qui pouvait lutter, pas Aston mais Alonso, et basta. Ferrari n'est pas là avant le Japon. Aujourd'hui, tu as Ferrari, tu as McLaren, Mercedes, pas encore, mais peut-être qu'ils reviendront. Et Aston, pas au niveau de la saison dernière, mais peut-être quand même un niveau assez compétitif, mine de rien. Donc, la concurrence est aussi en train d'élever son niveau et ça rend les remontées sur une qualif ratée ou sur une sanction, comme ça a été le cas pour Pérez, plus compliqué. Et si la fête n'a pas été plus folle, on va dire, sans Max Verstappen, c'est aussi parce que
des écarts sont plus importants aussi également chez les concurrents, entre Ferrari, entre McLaren, Mercedes, Aston. L'année dernière, on faisait face à quelque chose de très excitant mais masqué par la domination de Max Verstappen, qui était que chaque spécificité et force et faiblesse de monoplace se voyait sur un circuit différent. Et qu'on pouvait avoir Mercedes deuxième force, notamment à Barcelone. On avait Ferrari deuxième force, je crois que c'était au Canada. Et puis à partir de l'Autriche, tu avais McLaren deuxième force, notamment à Spa ou à Silverstone. Silverstone. Et du coup, tu avais cette lutte-là. Là, cette année, tu as malheureusement, au bout de la 3e course, et en tout cas dans les packages actuels, identifié à minima les 6 premiers du championnat, et de façon assez claire. Tu as Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin et As. Et derrière, c'est un peu plus flou. Ouais. Mais ces 6-là sont identifiés, et le pire, c'est que... Pas les 2 dernières places. C'est pas flou les 2 dernières places. Si, il y a Sauber match. Alpine, tu veux dire? Ah, il y a match. Non, mais Justement, les 2 derniers, on sait qui sont les 2 je pensais derniers. que tu parlais des 2 dernières c'est places. les 6 premiers. Non, mais c'était un petit chat Ouais. gratos. T'as raison. Mais là où on Pour parler voit, de c'est Sauber, que... parce qu'on en parle pas assez. Je sais pas s'il y a des stats qui existent là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est les 3 premiers Grands Prix montrent énormément d'arrivées en tir groupé. Ouais. Déjà, en petite stat d'ailleurs, première fois depuis 2007 que les 2 Ferrari et 2 McLaren remplissent le top 4. Ça, C'est incroyable. fou ça. Quand j'ai vu cette stat, j'ai C'est fait, fou, ah, ça. quand même. Les cycles reviennent, les amis. Ouais, exactement. L'histoire se Et répète. c'est la première fois depuis 2010 que l'on a un écart aussi faible dans le top 3 au championnat après 3 courses. 5 points ou moins. Et vous voyez qu'on se 2010. régale. Bah alors, si nul que ça cette saison 2024. Ouais, exactement. Non, mais tout ça pour dire que du coup, regarde, les 2 As, elles arrivent en tir groupé. Les Aston, s'il n'y avait pas eu la pénale, elles arrivaient pas trop loin l'une de l'autre, je crois. Mercedes, on l'oublie. McLaren, elles sont en tir groupé. Les Ferrari, elles sont en tir groupé. Et ça a été le cas aussi à Jeddah. Donc, ça, en soi, c'est mauvais pour le spectacle. On a l'impression qu'elles reprennent un peu leur place vis-à-vis de la qualification. Ce qui est un peu dérangeant quand même. Ça veut dire que concrètement, en qualification, certes, il y a peu d'écart. Par contre, en course, dans les rythmes de course, il y a un énorme écart entre chaque, quoi. Enfin, Je me permets juste de te corriger, si je peux me permettre. mais corrige-moi. Il y a 30 secondes d'écart entre Norris et Piastri parce que Norris a poutré Piastri à la fin de la course. Attends. C'est évidemment une bouteille. Oui, mais parce j'essaie de qu'il y a une comprendre voiture- pourquoi. Il y a une voiture de sécurité virtuelle à la fin. Hein. Ils étaient collés. Enfin, il y avait 5 ou 10 Ah, donc tu t'accordes un compliment sur Norris pour derrière lui chier dessus toute la saison? Non, pas du tout. Non, mais c'est pour ceux qui vont te dire, ouais, mais Norris. 14e podium T'as sans victoire. T'as raison Ouais, Norris. d'anticiper Non, je les rigole. commentaires. En vrai, je rigole. Non, il fait une. Vous savez tous que là, il est en train de jouer pour le référencement, Hamza. Hein. Exactement. Il attend 15 commentaires C'est haineux pour- sur lui. À vos claviers, vite. C'est pour la. Insultez-le. C'est important pour l'émission. On referme cette page, les gars, et on en ouvre une autre. Une autre qui a prêté à débat hier en conférence de rédaction chez les Pistonnets. Et un crash qui nous a d'abord saisi, qui nous a fait peur et qui nous a laissé avec beaucoup de questions. On se remet dans les conditions du direct. 57e et avant-dernier tour du Grand Prix d'Australie. Russell est à la poursuite de Fernando Alonso pour le gain de la 6e place. 5 dixièmes séparent les deux hommes. Dans l'enchaînement, virage 9, virage 10. Alonso freine plutôt pour soigner sa sortie selon lui. Russell est troublé. Se manque, sort, tape le mur et revient en milieu de piste, la voiture retournée, le pilote pris au piège, seule la virtual safety car d'ailleurs est déployée, pas de drapeau rouge. Alonso lui sera sanctionné après la course et après convocation de 20 secondes de pénalité pour conduite potentiellement dangereuse. Là encore, plusieurs questions se posent les gars. Pourquoi la direction de course n'a pas déployé un drapeau rouge ? Sans doute aurait-il été plus approprié. Fernando Alonso méritait-il d'être sanctionné? Et ne faudrait-il pas faire quelque chose pour ce virage 10? Je veux tous vos avis parce que moi, mon avis a évolué tout au long de la journée. Quand j'étais dans l'onboard de Russell, je me suis dit là, Fernando, il a fait un truc un peu bizarre. Plus ça avançait, plus j'ai entendu les justifications, plus je ne comprends pas cette Je pense pareil que toi. Sincèrement, j'ai pas d'avis tranché, ouais. Alors, pour évacuer le sujet drapeau jaune, drapeau rouge ou virtual safety car, à mes yeux, je me permettrais pas quand même de donner. Je pense que s'ils mettent la voiture de sécurité virtuelle, c'est qu'il y a une raison. Bien sûr. Voilà. Tu t'es jamais permis de remettre en cause les décisions de la direction de course, Ah toi. si, quand les décisions sont stupides. Mais là, en fait, ça semble tellement fou que je me dis, il y a forcément une raison. Ouais. Alors peut-être que la raison, c'est parce qu'on est en toute fin de course et que drapeau. Je ne connais pas la raison. Mais je me. Piste je me dis que obstruée, c'est- drapeau rouge. c'est- C'est Oui, tout. mais on est d'accord, mais. C'était comme ça dans les années 90. Je peux pas me dire que sur un événement aussi grave, Hmm. avec un Russell qui en plus tu l'entends à sa radio, le pauvre il est en panique Ah parce oui, que ça glace il, le sang, est, franchement. il voit pas en fait, il voit pas ce qui peut arriver derrière. Donc à tout moment, il est en train de parler, à tout moment il peut se prendre une voiture à 200 km/h. D'ailleurs, on peut évacuer un truc.
Ceux sur les réseaux là qui disent que Russell a voulu gratter des points en faisant ça. Alors, ça faut être. Et monter dans une voiture un jour dans votre vie. Faut être débile. Je te jure Il qu'il y a vraiment beaucoup de Je monde. me suis fendu d'un tweet perso parce que j'ai vu que ça au moment de ce drapeau rouge. Monter dans Ou une au voiture moment de et la- pas une la C3 vidéo Aircross, s'il vous Russell plaît. Que Russell sollicite le drapeau Exactement. rouge Pour gratter des points après l'accident. Exactement. Alors que réglementairement, Non mais alors que réglementairement parlant, c'est même pas évident. la en fait. bêtise a de l'avenir. Hein. Ça va même je pas te être jure, hein. évident. Non, ouais, c'est complètement, c'est con. On va dire les mots. Est-ce qu'on est obligé de. Oui, t'as raison. Non mais Elles vont le. Non, mais Mais c'est t'as fou, raison, c'est fou. t'as je raison. tiens juste à dire que, T'as enfin, raison. en fait, on est. Moi, ça on est- m'a interloqué de lire Ouais. il y a autant d'avis Non, mais comme en ça, mais fait, c'est pas grave. juste factuellement, Ne faisons pas t'as le un nivellement par le pilote bas. qui est renversé, qui ne voit sur un virage extrêmement rapide à l'aveugle, il ne voit pas ce qui arrive, Et casse sa tête. piste obstruée comme tu le disais. Et Lance Stroll 12 secondes derrière. C'est ça, c'est pour que la 12, boutade, qui est c'est pour- arrivé- c'est pour qui la est arrivé boutade. à Mais Mac- qui est arrivé à Mac 12, pleine hein. balle, hein, ouais. Ouais, et en plus la radio plein pareil, balle. la radio de Stroll, on lui dit ralentir, enfin on lui dit 20 fois 20 attention fois, ralentir ralentir. parce que Peut-être qu'on aurait dû mettre un gros clignotant rouge sur le Ouais, volant. mais en fait, tu vois, ma question c'est si tu mets drapeau rouge, la course est neutralisée. Mm. Mais est-ce que ça oblige les pilotes à ralentir à piloter au ralenti sur l'ensemble du tour Je ou est-ce sais- qu'ils vont ouais. pas Mais la VSC est en mini-secteur. Hein. C'est-à-dire que si la. Oui, mais tu t'as dois- les doubles drapeaux jaunes. Tu dois, oui, mais tu dois Sur un ralentir de moment. 40%. Oui, mais c'est Si tu le delta, il est bon au moment où tu rentres dans le virage. On Ouais, rappelle. mais quand t'as un double drapeau jaune, Mm. t'es dans le règlement, il est clair. Double drapeau jaune, c'est ralentir de manière significative. Significative, ouais. C'est-à-dire que tu peux gagner si tu veux après le double drapeau jaune, mais là en l'occurrence, tu peux pas. Je sais pas, pour moi, rouge, c'est la piste n'est plus praticable. À partir de là, en fait, tu roules pas à 150. Le truc, tous c'est les cas. que ouais, quoi qu'il arrive, ça n'aurait pas téléporté ces voitures dans la pit lane. Oui. Est-ce qu'il faudrait pas réfléchir à une nouvelle règle? On rappelle que le virtual safety car a été mis en place après l'accident de Jules Bianchi. Si je suis vos explications, les gars, c'est-à-dire qu'il faut respecter ce fameux delta, même avec une VSC, l'accident de Jules Bianchi aurait pu arriver. Bah oui. Donc il faut peut-être réfléchir à avoir, Non, comme mais de la de même toute façon- manière qu'on a un pit limiteur pour limiter la vitesse dans les stands, on peut peut-être avoir dans ce genre de circonstances un bouton où les voitures sont bloquées à 70 façon- ou 80 De km/h. toute façon, on par n'aura exemple. aucun règlement qui réalisera la sécurité à 100%, ça c'est sûr. Mm. En l'occurrence, la situation de Russell en plein milieu de la piste, peu importe la décision que tu prends, il y aura un risque s'il y a un des mecs qui ne respecte pas ou Bien qui sûr. ne voit pas ou tout. Enfin, Ou qu'il y a un problème de radio, dans- comme tu oui, disais non. hier en conférence Mais de on a- rédaction. Si c'est mais en passé avec attendant- Dorian Pain, t'as pas de radio. Exactement. Stroll, s'il a pas la radio, c'est peut-être et que... ça, c'est ma problématique avec la VSC. C'est que VSC, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça Mm. peut être un débris en piste. Ça peut être un Mm. débris en piste, ça peut être je sais pas, un truc de chrono qui marche pas, ça peut être Mm. tout la VSC. La VSC, on la met en essai libre 1 pour vérifier que ça marche. Tu vois, ça peut être tout. Drapeau rouge, tu sais qu'il se passe quelque chose de grave et que ta vigilance doit être partout. Ok, autre question, très rapidement, parce qu'il faut quand même évoquer le cas Alonso. Si jamais cette situation se produit au 30e tour, par exemple, Mhm. vous pensez qu'il y a drapeau rouge à coup sûr? Ah, je pense. Ah, ou à minima safety car. Oui, mais je pense. pour moi, il y a drapeau rouge dans le sens où la safety car va intervenir après que des pilotes soient déjà passés sur l'endroit. En fait, il faut plus qu'ils passent là à vitesse, enfin sans savoir qu'il y a un événement majeur à cet endroit. La Oui. piste est obstruée C'est ça. de tous les côtés. Donc il va falloir à ce moment-là faire quelque chose. Je pense que la safety car n'est pas suffisante. Déjà parce qu'en plus de ça, il va falloir interrompre la course pour aller vérifier l'état de la barrière. Mm. C'est Qui a tapé fort. Les pneus Mm. ont tapé fort. Il y a des débris de partout. Je vois pas comment on peut pas mettre drapeau rouge. On a mis VSC parce que c'est le dernier tour, que ça n'arrange pas en termes de législation par rapport au fait que si tu mets un drapeau rouge, le classement est pris sur le Mm. tour d'avant, alors que je sais même pas comment ça va marcher puisque Sainz, lui, est dans le tour d'après. Ouais, Il est dans le ça. 58e, Ouais, Sainz il a Russell dans commencé le le 57e. 58e, ouais. Donc je sais même pas comment ça marche à ce Mm. niveau-là. Quid de quand tu rentres au stand, est-ce que tu passes la ligne puisque généralement quand tu repars un drapeau rouge, tu repars au tour d'après avec le Ouais. classement du tour d'avant. Mm. Bref, ça montre quand même qu'il y a encore des trous dans ce règlement qui font que tu es obligé de mettre une décision qui est pas forcément naturelle et qui s'adapte au fait que c'est le dernier tour et pas au fait que sécuritairement parlant, il fallait un drapeau rouge. Mm. Pour parler très rapidement de la barrière, puisque tu l'évoquais, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire sur ce virage. Pas parce qu'à ça, que peut-être. on a eu Sur ces Albon, virages. Mm. Denis Sauger, Exactement. Russell, juste en l'espace de 2 jours, donc Mm. samedi et dimanche. Non, vendredi pour Albon. Donc sur ces 3 jours, tu as eu 3 pilotes en Formule 1 et en Formule 2 qui se sont crashés au même endroit, qui ont heurté la barrière et qui sont revenus sur la piste. Ouais, C'est qu'il y a mais une tu sais, problématique. on dit souvent, on a souvent dit dans les pistonnés qu'il fallait des frontières naturelles entre guillemets pour pas que les pilotes aillent en dehors des limites de piste, etc.
je sais pas si le gravier, dans ce cas-là, en tout cas, n'a pas aussi une sorte d'incidence parce on n'a pas l'impression qu'il tape très très fort. Mais c'est le mur. Non, de c'est pneu l'inclinaison qui- du Ouais, mur. C'est l'inclinaison du mur le c'est problème. T'as l'inclinaison du mur, mais moi j'ai pas l'impression que le gravier freine la course infernale de George Mais non, parce que Russell le aussi. vibreur est haut, Il donc rebondit du coup, dessus, le quoi. vibreur, en fait, le fond plat va se poser dessus et après Mhm. ça, en fait, il slide dessus. Donc, Exactement. et puis en plus, ce virage, le pack à gravier, il est pas long. Hein. Non. C'est Donc, il Ouais, est le pas danger, long. c'est ce mur qui te renvoie sur la piste directement une fois que tu vas le taper. Oui, il faut des packs à gravier comme à Silverstone presque, tu vois. Complètement. Très très large de et très très dégagement. grand. On parle d'Alonso vite fait. Ouais. Pourquoi il a été sanctionné, les gars? Attendez, vous savez quoi? Je vous donne 2 déclats, comme ça vous avez même des billes. Si jamais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas d'avis, ça peut vous donner des avis. L'avis des deux intéressés. George Russell pour commencer. Je suis parti hors piste et c'est de ma faute. Ah bon? J'étais juste derrière lui pendant de très nombreux tours. J'étais une demi-seconde derrière lui avant le virage. Puis tout d'un coup, il a ralenti considérablement et a repris les gaz. Je ne m'y attendais pas et il m'a pris par surprise. Cette partie est de ma faute. C'est intéressant qu'il ait été appelé par les commissaires sportifs. Je suis intrigué maintenant de savoir ce qu'il se passe, ce qu'ils vont lui dire. Réaction de Fernando Alonso sur ses réseaux sociaux après la sanction. Nous avons été un peu surpris par la pénalité de la fin de course concernant la façon dont nous devions aborder les virages ou la manière dont nous devons piloter. À aucun moment nous ne voulons faire quelque chose de mal à ces vitesses. Je pense que sans gravier dans ce virage, dans n'importe quel autre virage du monde, nous ne ferions jamais l'objet d'une enquête. En F1 avec plus de 20 ans d'expérience, avec des duels épiques comme Imola 2005-2006, On dirait Brésil Olas. 2023, changer de ligne de course, sacrifier la vitesse d'entrée pour avoir des bonnes sorties de virage, tout ça fait partie de l'art du sport automobile. Nous ne conduisons jamais à 100% à chaque tour et à chaque virage, nous économisons du carburant, les pneus, les freins. Il est donc un peu surprenant d'être jugé responsable de ne pas faire en sorte que chaque tour soit le même. Quelle flûte. J'aime beaucoup le Mais on quelle dirait Olas, flûte. en fait. Ouais, c'est vrai que vraiment. c'est vrai que c'est pas... ouais, Il y en a c'est- qui te rappellent les titres, ils te rappellent Toi, les, tu penses les que c'est- qualifications en Coupe Non, d'Europe. honnêtement, entre coup de vis et coup de, entre guillemets, triche ou illicite, Ou coup de je génie. sais- ou coup de génie. à Je la sais, Alonso. je sais que la frontière est mince, Sincèrement, avec lui, tout mais est avec lui, possible. tout est possible. Que ce possible. soit un coup de vis ou pas, je comprends pas la pena. Bah oui, voilà. Parce que, Il Ah, si, je la comprends. Conduite erratique. ouais, Ouais. conduite erratique, ok. Parlons de Sergio Perez en Potentiellement 2021 à dangereuse. Abu Dhabi. Ouais, mais Bah est-ce oui, que là, voilà. est-ce Bah que oui. là, la conduite erratique, c'est pas aussi parce que c'est un virage à grande vitesse, en aveugle. Enfin, là, mine de rien, Mhm. il roule, enfin, il ralentit, il décélère, puis ralentit et va même Ok, baisser de rapport. C'est ok, vrai, ok. c'est vrai. Il perd 37 Il est- km/h par rapport Parlons, au tour précédent. parlons de précédent, Lewis t'as raison. Hamilton à Abu Dhabi 2016. A-t-il été pénalisé? Mais est-ce que, Il Est-ce n'y a que pas d'abandon, Hamilton- c'est tout. est-ce que Hamilton ou Perez, c'était dangereux? Bah, je suis désolé, oui, Ça aurait vu pu quand même. Ouais. bah, Non, Perez. parce que tu ralentis, en fait, tu ralentis Ok. sur des virages Hmm. lents ou à moyenne vitesse, mais là où il y a, enfin, je trouve il y a pas Et vraiment si de George danger. Russell... Alors tiens, regarde, chose intéressante, on revient au cas Isaac Hadjar de tout à l'heure. Si George Russell ne fait pas l'erreur et ne sort pas, est-ce qu'il y a pénalité contre Fernando Alonso? Non, il n'y en a pas. Bon, voilà. Regarde Max Verstappen, Abu Dhabi, non. Arabie Saoudite 2021. Combien de fois il fait le coup d'aller ralentir pour avoir la zone DRS? C'est une conduite erratique de faire ça. Mm. Il n'a la pénalité qu'au moment où il y a l'incident. Mm. Mais sans ça, la conduite erratique, personne n'en a rien à Ouais, foutre. après, C'est la conséquence. ouais, mais en fait, on a tellement, et à juste titre, démonté la gestion de cette saison 2021 qu'on peut pas aujourd'hui se dire Ouais, elle fait 2021 jurisprudence. c'était catastrophique, mais regarde ce qui s'est passé en 2021, Mm. comme ça s'est passé comme ça, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça en 2024? Mais justement, On a tous, je pense, honnêtement, les fans de F1 ou la majorité, on a tous été dégoûtés par la manière dont a été gérée cette fin de saison 2021. mais parce qu'il n'y a pas de constance. On te dit juste que, encore une fois, deux situations similaires, pas de réaction similaire. Et la seule chose qu'on constate, c'est qu'encore une fois, on agit à la conséquence, comme pour Isaac. En plus, de la même manière. les commissaires te disent dans le rapport, Alonso a le droit de conduire de manière différente. Mhm. Mais alors, Oui, mais c'est ça je- qui est mais je- compliqué. mais je comprends pas, moi. Mais c'est ça, moi, c'est ça que Je je comprends pas. Je sais pas. Exactement. Bon, écoutez les gars. En tout cas, Russell, et c'est bien que tu lises sa déclaration. Alors, c'était avant la sanction, Oui, il avant n'avait la certainement sanction. pas les données donc, Tout à fait. d'Alonso, mais il a quand même une part de responsabilité. Bien Enfin, sûr, ça peut il pas a- l'exonérer Ah, bien sûr. du Sainz crash. à Singapour. Sainz à Singapour. Il fait exprès de garder Norris dans son Bien DRS. sûr. Bien sûr. Ce n'est pas la conduite normale. Il n'est pas sur les mêmes tours qu'il fait avant. C'est Russell pareil. se plante Et d'ailleurs. Russell se plante. N'oublions pas que quand Carlos Sainz gagne, Russell ne termine pas la course. C'est une Exactement. stat qui existe réellement. Mais
Bah écoutez, faudrait pas qu'il soit associé chez Mercedes. Non, attends, je trouve que la pénale est ridicule. C'est l'un des rares enseignements en fait où on n'a pas d'avis. Ouais, définitif. Bah, Ouais, c'est en Mais fait, parce qu'en fait, on est là en vraiment mode. Mais... Parce que Alonso a tellement de vices aussi que. Oui, non, mais voilà, en fait, On ça en aurait été fait pas n'importe un quel enfant autre de cœur, pilote. N'importe quel autre pilote, j'aurais pu suspecter le truc. Mais Alonso, il a tellement. On l'a déjà vu faire réaliser des trajectoires Bien différentes et ça a marché. Rappelle-toi, les Pays-Bas, je me souviens de Autriche l'Autriche aussi. Non, mais Voilà, si- mais en si- même temps, connaissant aussi Alonso, il est capable de vouloir. En fait, c'est quoi le but d'Alonso? C'est de casser la sortie de Russell parce que C'est lui, ça. il a le DRS. On connaît en plus la vitesse. Donc, si justement tu obliges George Russell à agir de manière différente que sur les tours précédents, tu te dis peut-être qu'à la fin, il n'aura pas la vitesse suffisante pour me dépasser. Je me dis que c'est ça qu'il a en tête. Mais en même temps, je me dis qu'il est capable. Je suis pas sûr que l'intention d'un quelconque pilote, c'est de l'envoyer dans le Non, mur. ça c'est sûr Mais- que non, bien sûr. Alonso est capable aussi de ses coups de vis. Donc, Ah oui, c'est je sais sûr. pas. Exactement. Bon, vous nous dites en commentaire en tout cas ce que vous avez pensé. Et fallait-il le sanctionner ou pas, l'ami Fernando Alonso? 4e enseignement. Parlons d'une humiliation, les gars. Parlons d'un des chouchous quand même des pistonnés, Yuki Tsunoda, qui a humilié Daniel Ricciardo à domicile. Yuki Tsunoda qui a réagi après le coup de pression quand même de Helmut Marko en marge du Grand Prix d'Australie, qui en attendait plus de ses deux pilotes Racing Bull. Deuxième Q3 consécutive après l'Arabie Saoudite, un rythme retrouvé aussi également en course, lui qui était dans les temps de Stroll et dans un rythme supérieur aux deux As. Grâce à la pénalité d'Alonso, il remonte à la 7e place. 6 points pour Racing Bull qui se repositionne quand même 6e au classement des constructeurs. Ce n'est pas anodin. A l'inverse, Ricciardo a complètement sombré à domicile. Un tour annulé en qualif et une élimination des Q1. Un rythme très en deçà en course. Il termine quand même à plus de 25 secondes de son coéquipier. Que se passe-t-il pour l'Australien? Est-il encore dans un creux, encore dans une crise de confiance qui va encore écorner un peu plus son image? Est-ce que vous avez plus envie d'insister sur le côté Yuki Tsunoda assez impressionnant ou Daniel Ricciardo complètement décevant? Alors, bravo à Yuki Tsunoda parce que pour le coup, on lui promettait la misère à côté de Ricciardo. Mais Ce n'est c'est ça, ce n'est- je ce pensais n'est à pas la le cas. même Non, mais attends. Depuis le... Non, mais moi je suis Non, pas mais la comme manière ça, dont je t'as suis pas un commencé avis. ta phrase, en fait, oui, c'est oui. vrai. Non, c'est- il a, je trouve, cette année, en tout cas sur les 3 courses qu'il y a, pris De l'épaisseur, ouais. ouais, c'est ça, du relief, Mm. je trouve, dans ses courses. Il est plus virulent, mais en même temps plus calme. Et surtout, il est clutch. Enfin, en fait, il arrive. Il l'a mis P11 en Arabie Saoudite, je me souviens plus. Oui, je crois qu'il Non, est il termine 15e. Ah, ok. Mais 15. qualif 9. Oui, c'est ça, voilà. En fait, il exploite le potentiel pur de la monoplace, qui est pas si mal que ça. Hein. C'est juste qu'il n'arrive pas à vraiment trouver la bonne fenêtre, mais il est pas si mal que ça, le potentiel de la Racing Bull. Donc bravo à lui. Par contre, encore une fois, je ne sais pas, et c'est le cas depuis beaucoup de temps là maintenant, à quel point Ricciardo sous-performe par rapport à ce que Tsunoda fait. En attendant, Tsunoda, qui n'a pas une cote énorme pour passer chez Red Bull à l'heure actuelle, défonce propre et net. On parle d'un gars qui va en Q3 versus un gars qui sort pas de Q1. qui sort pas de Q1. Après, il a un tour annulé. Hein. Oui. Oh, et alors C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu marques un point. Non, mais t'as raison. Moi aussi, t'as quand raison. je coupe, j'ai les tours annulés. Hein. On parle de cet écart-là par rapport au gars qui était annoncé chez Red Bull presque sans même devoir refaire ses preuves chez AlphaTauri à l'époque. Ça fait 8 courses qu'il est de retour. Vous avez vu une étincelle réelle, je veux dire. En fin de saison J'ai dernière, pas- je sais j'ai- plus. honnêtement, j'ai pas- Ça vous a pas marqué donc. Ouais. Peut-être que ça m'intéressait pas. Non, mais Non, en honnêtement, fait, je je trouve souviens. fou que la stratégie de Red Bull soit basée sur un mec qui pendant 2 ans s'est fait exploser chez McLaren et que en se disant Par le que 3e meilleur pilote de l'histoire. de Ouais. McLaren. et qu'en arrivant chez AlphaTauri et du coup après chez Racing Bull, le seul test de Silverstone lui donne une aura pour re-signer chez Red Bull sur un plan où Sergio Perez, qui se bat depuis 3 ans avec la voiture, n'aurait presque pas son mot à dire, que ce soit en termes de performance ou de contrat. Il fait 7e au Mexique l'année dernière et il termine dans la à une belle perf. demi-seconde de Russell. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la fin de l'année dernière, l'AlphaTauri était bien meilleur qu'en début de saison. Avec les 40 updates qu'il y avait eu aussi. En attendant, là, ce que je vois, c'est l'écart abyssal avec Tsunoda. Et de toute façon, maintenant, apparemment, il y a un ultimatum. L'ultimatum vient quand même d'un média Néo-zélandais. voilà. Méfions-nous, du peut-être, pays ouais. Liam Lawson. C'est ça. Mais en attendant, ça m'étonnerait pas qu'Helmut Marko te dise par contre, t'es mignon. Mais si c'est pour revenir pour Stop. faire ça, t'étais mieux en 3ème pilote à nous faire tous les Media Day. Je suis pas sûr, moi. Je pense vraiment que Red Bull est tellement dans l'inconnu aujourd'hui par rapport à ce 2e baquet Red Bull que c'est injuste. Mais je pense qu'ils donneront
un temps nécessaire à Daniel Ricciardo qu'il n'aurait peut-être pas donné à Yuki Tsunoda si la situation avait été inversée. Ou à un Chez autre Red Bull, pilote. tu veux dire, ou chez Alpha Qu'il a plus de crédit Non, de aujourd'hui base. chez Alpha, parce que la volonté, elle est quand même de garder une option ouverte Red Bull. Il va pas falloir que des perfs pareils se reproduisent 2-3 fois de suite quand même. On est d'accord. Parce que Mais je trouve que c'est Je pense très que gênant. jusqu'à la mi-saison, je ne. Après, peut-être qu'on sera. Mais moi, je pense que jusqu'à la mi-saison, Ricciardo restera en Formule 1, restera chez Racing Bulls. Regardez ce qu'il dit Daniel Ricciardo justement à l'arrivée de cette course. Le début de saison n'est pas top. Tu m'étonnes. Surtout après la préparation de cet hiver, je ne m'attendais pas à ça, mais je ne me laisse pas abattre. Il y a une analyse de données, il y a des techniques de pilotage. Il faut que je comprenne pourquoi j'ai ce ressenti et je fais cela. La voiture est une évolution de celle de l'an dernier. Ce n'est pas comme si l'on avait tout changé cet hiver. Cela veut dire que cette voiture ne convient pas plus à Yuki qu'à moi. Et puis il disait que, Racing Bulls, chez Racing Bulls, on disait aussi qu'on était satisfait de Ricciardo sur justement son apport technique, son apport. Heureusement, me diras-tu, au vu de ses performances. Oui, il manquerait plus qu'il morde. Voilà. Mais oui, début de saison inquiétant pour. Ouais, pour mais Ricciardo, je trouve quand même, dans cette déclaration, même si les causes sont très différentes, j'ai l'impression de retrouver le Daniel Ricciardo qui ne comprenait pas comment la McLaren fonctionnait. Qui se posait des questions sur sa technique de pilotage, qui se posait des questions sur son mental. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est ici que ça se J'ai passe. quand même l'impression que le poignet là, à Zandvoort, ça a un peu cassé la dynamique. Parce qu'il était revenu, enfin il y a eu Mexique comme tu dis, mais il était revenu avec justement une espèce de bonne dynamique positive de confiance, tout ça, et que le poignet se faisant et Liam Lawson performant, il y a eu un petit peu un creux derrière qui fait que j'ai l'impression qu'il a plus de mal à revenir depuis ça. Donc à voir la suite, mais en tout cas, je m'attendais en tout cas à ce que ce soit un petit peu un warm-up cette fin de saison dernière et que cette saison-là, il y ait une réelle affirmation. Et pour le moment... Presque on n'est pas déçu. Ça attendait plus de Racing Bull aussi. Ouais, c'est ça. On a mais été... Tsunoda, mais 6 points. Tu vois, Ricciardo, j'ai pas vu comment il terminait. C'est un one-shot, il 12. est... Attention à la culture de l'instant aussi. C'est une course pour Yuki Tsunoda, quelque part. Il dit pas non plus, il n'a pas été franchement tranchant sur les 2 premières courses. En qualification, il y a cette Q3, tu l'as dit, en Arabie Saoudite. Il y a plus de rayons de soleil que chez Ricciardo. Après, en Arabie Saoudite, il fait partie des victimes du train. C'est vrai, du train aussi, t'as raison. C'est vrai, exactement. En tout cas, moi, j'avais fait un Reels. Vous savez, genre, l'homme à suivre cette année, c'est Daniel Ricciardo avec cette Racing Bull qui a de l'avant. Et bon, c'est planté et il n'est pas sorti. Merci beaucoup, mon Polo. On va sortir justement, nous, le classement, par contre, des pilotes et des constructeurs. Regardez! Oui, on est qu'au 3e Grand Prix, mais c'est serré. Stop the count. 4 points entre Max Verstappen et Charles Leclerc, 5 avec Sergio Perez, même Carlos Sainz en ayant raté une course est à 11 points du Néerlandais. Voilà, ça c'est impressionnant. Ce qui est moins impressionnant, c'est le total de points de Lewis Hamilton, 10e à 1 point derrière Lance Stroll. George Russell qui n'a que 2 points d'avance sur Fernando Alonso. Et Hamilton qui est 2 points devant Berman. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est complètement fou. Et puis au constructeur, vous voyez, c'est assez serré entre Red Bull et Ferrari du fait de cet abandon, avec 4 points d'écart bien sûr entre les deux marques. Et regardez aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus une lutte Mercedes-Aston Martin vers laquelle on se dirige qu'une lutte Mercedes-McLaren. À voir les évolutions. Mais là, le classement reflète quand même vachement bien la hiérarchie Tout et les fait. écarts qu'il y a. C'est-à-dire que t'en as 2 devant, McLaren un peu seul, les 2 derrière. Racing Bull et As qui vont batailler pour ces petits points-là, et derrière, impossibilité entre guillemets de mettre des points. Parce que tout est déjà bloqué entre guillemets avec ces 5 écuries qui sont meilleures que les autres. D'ailleurs, il y a un pari qui n'a pas fonctionné, les gars. Vous avez vu que Williams est resté à 0 points. Une seule monoplace engagée ce week-end après qu'Albon ait détruit son châssis en essai libre 1. L'écurie de Grove qui ne disposait pas d'une 3e monoplace. Logan Sargent a donc dû déclarer forfait et laisser sa monoplace à son coéquipier thaïlandais. Un choix qui a beaucoup fait réagir notamment l'opinion et que l'on a commenté sur les antennes de Winamax TV. C'était samedi dans l'émission Pole Position. L'avis de Brice sur la question. Dans la logique sportive de Williams, tout le monde les comprend. Et quelque part, ils ont assumé un choix sportif qui se respecte, je trouve. Après, oui, c'est dur pour Sargent, il n'a rien fait de mal. Mais en même temps, Sargent, il en a pété des caisses aussi. Ah oui. Ça aurait pu venir ce week-end. Je veux dire, c'est pas comme s'il était irréprochable depuis qu'il était là. Je comprends aussi la notion de pourquoi vous l'avez fait re-signer si c'est pour le virer dès qu'il n'y a plus la 2e monoplace. Le fait est que je trouve ça un peu démagogique de dire ça, dans le sens où, dans tous les cas, s'il n'y avait qu'une monoplace, il y aurait Albon et il n'y aurait pas Sargent. Donc, l'un dans l'autre, ce choix-là se comprend, est difficile. Le choix qui est, à mon sens, plus à remettre en question, c'est le choix de ne pas avoir assez de pièces de rechange, parce que c'est un choix.
Et voilà pour l'extrait Winamax et l'avis de Brice. Hamza, où est-ce que tu te situes sur cette affaire Albon? La décision, elle est humainement compliquée à prendre, mais c'est pour cela que ces individus sont payés. Ils sont payés pour le bien de l'écurie, pour le bien sportif de l'écurie. Et je pense pas révolutionner le monde de l'analyse Formule 1 en disant que tu as plus de chances de marquer des points avec Alex Albon qu'avec Sargent. Moi, ça me gêne, ça me peine vraiment pour les États-Unis, hein, parce qu'à partir du moment où toi, tu n'es pas responsable du crash, oui, ok. Maintenant, la problématique, c'est pourquoi est-ce que, comme tu le disais, pourquoi est-ce que Williams débarque avec 2 châssis. Ils ont révolutionné la manière de travailler et de concevoir des voitures. Ils ont pris un retard qui n'était peut-être pas, qui était nécessaire, parce que j'ai lu un papier de The Race et qui est passionnant. On pourrait d'ailleurs en parler un autre jour. Williams ces dernières années fonctionnait avec un document Excel pour répertorier toutes les pièces. Enfin, t'as l'impression que c'est de l'amateurisme. Ouais, c'est une écurie de karting, t'as l'impression. Donc voilà, ça a pris Il plus y en de a qui temps sont que mieux nécessaire. organisés que ça en karting aussi. Aussi, certainement. Mais non, oui, globalement, je suis d'accord avec Brice. Exactement, on est tous d'accord en tout cas et vous nous donnez vos avis aussi également en commentaire. N'oubliez jamais Pole Position, votre rendez-vous F1 sur les antennes de Winamax TV, c'est le samedi après les qualifs, avant la course du dimanche. Voilà les gars, pour ce débrief du Grand Prix d'Australie qui nous a quand même tenu en haleine. Mercredi on a rendez-vous, énorme sujet sur Red Bull. Il a remplacé Nagui, Sergio Perez, tout le monde veut prendre sa place. Le lancement est vraiment pourri. Tout le monde veut prendre sa place et justement on va se poser la question de savoir quelles pourraient être les places qui pourraient se libérer. Qui dans le baquet numéro 2 de la Red Bull? Est-ce qu'il a sécurisé pour 2024 Sergio Perez? Est-ce qu'il pourrait prolonger pour 2025? Et puis qu'est-ce qui peut se passer du côté de chez Racing Bull où il y a Isaac Hadjar et Liam Lawson qui poussent au portillon. Bref, on va parler de tout ça et en même temps on s'est dit prenons des nouvelles d'un ancien de la maison, Nick De Vries, qui sera en interview, 4-5 minutes à vous proposer. Vous allez voir, il a repris un petit peu de couleur, Nick De Vries, même s'il est peu loquace sur son expérience en Formule 1. Allez, à mercredi les gars.